Bonjour tout le monde, je suis Pauline d'Enerfip, je vous souhaite la bienvenue. On va commencer tout à l'heure, dans pas très très longtemps, mais en attendant, sachez que sur la partie droite de votre écran, vous avez un onglet questions. Je vous invite à poser les questions que vous souhaiteriez nous poser, ce dont vous avez envie de parler à cet endroit-là. On ne vous voit pas, on ne vous entend pas, mais on peut vous lire. Donc, n'hésitez pas à poser des questions pour qu'on puisse les regarder ensemble. On y répondra au fil de la présentation ou à la fin. D'accord? Voilà. On ne vous voit pas, on ne vous entend pas, mais on peut vous lire. N'hésitez pas à nous poser des questions. Je vous propose de patienter quelques minutes, le temps que les derniers retardataires arrivent. Je ne sais pas vous, mais à Montpellier, il y a le quart d'heure montpelliérain. Alors, je ne sais pas si ça marche en montagne noire. Mais bon, on ne va pas attendre un quart d'heure, rassurez-vous, mais au moins quelques minutes, le temps de s'assurer que la majorité des gens sont là. Voilà. Et donc, sur la droite, vous allez dans l'onglet questions et vous pouvez nous poser toutes les questions que vous souhaitez. Ça va ? Bonjour aux nouveaux arrivants. Nous attendons encore 1 ou 2 minutes avant de lancer la réunion. Je vous propose de poser vos questions sur l'onglet questions à droite de votre écran afin de pouvoir qu'on puisse y répondre pendant la présentation et à la fin. Voilà. Donc, n'hésitez pas à nous poser vos questions sur le projet. Je ne sais pas si vous avez déjà vu le projet sur le site, mais on est là pour répondre. Encore 2-3 minutes là. Voilà, on commence à 18h05. Il n'y a pas encore de questions, dis donc. Personne ne me pose de questions. Ça va venir. Ça va venir pendant la présentation. Voilà, on commence à être un peu plus nombreux. Alors, je vous propose de commencer tranquillement. Donc, je vous rappelle un peu les règles du jeu. Nous sommes en direct. On peut vous lire, on ne vous entend pas et on ne vous voit pas, mais on peut vous lire. Donc, posez-nous vos questions sur la droite, sur l'onglet questions à droite de votre écran. On y répondra au fil de la présentation ou alors à la fin où il y aura un temps de questions-réponses long, je pense, qui permettra vraiment de vous éclairer sur le projet.
La présentation va durer au maximum 1 heure avec les questions-réponses. On essaiera de ne pas aller au-delà, je pense que ça sera déjà pas mal. Et puis, on va, dans un premier temps, vous présenter un peu le projet. Alors, je vous explique. Moi, je suis Pauline, je travaille pour Enerfip. Enerfip, c'est la plateforme de financement participatif qui se charge de vous proposer le projet de la Montagne Noire. Ensuite, vous avez sur votre écran également Lola, qui est Lola Durand, qui est chef de projet chez RES, le développeur du projet et le propriétaire du projet. Et puis, vous avez Cindy aussi, qui est assistante projet en charge des affaires territoriales chez RES. Donc, à nous 3, on représente 2 entités différentes. Le développeur, le porteur du projet, la société qui possède et qui construit le projet, ou qui le renouvelle en l'occurrence, et puis Enerfip, qui est simplement la plateforme de financement participatif. On va vous parler de plusieurs choses. D'abord, je vais vous expliquer qui est Enerfip, ce qu'on fait, pour que vous différenciez bien et pour que vous compreniez bien à qui vous parlez. Ensuite, on va vous présenter RES et puis on va vous présenter évidemment la collecte de la Montagne Noire, puisque c'est ça quand même Enfin, c'est pour ça que vous êtes là normalement, c'est pour cette collecte de financement participatif. On vous expliquera comment elle se passe, quelles sont ses caractéristiques, mais aussi ses risques. On va essayer vraiment de parler le plus précisément possible de cette collecte. Vous trouverez le replay sur le site demain. Voilà. Alors, dans un premier temps, qu'est-ce qu'Enerfip? Enerfip, c'est une plateforme de financement participatif dédiée aux énergies renouvelables. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est le lien juridique entre vous, les particuliers, et les porteurs de projets d'énergie renouvelable. Et l'objectif, c'est de permettre aux particuliers d'investir dans des projets. Voilà. Donc, c'est de placer son argent, d'épargner dans des projets d'énergie renouvelable, la plupart du temps à côté de chez soi. Voilà. Donc, on existe depuis 5 ans. On a déjà financé 200 projets environ. On a collecté un peu plus de 80 millions d'euros depuis 5 ans. Et on a une base de 24 000 membres, dont vous faites peut-être partie. On a 19 collaborateurs et on est tous basés à Montpellier. Enfin, non, pas non, justement, c'est ça que je voulais dire. Le siège est à Montpellier, les bureaux principaux sont à Montpellier, mais on a des collaborateurs un peu partout en France. Avec le home office, maintenant, c'est assez facile et c'est assez classique vu qu'on travaille tous derrière notre ordinateur. Voilà. Maintenant, si vous passez par Montpellier, vous pouvez venir nous voir. On n'est pas loin de la place de la Comédie. On est facile à trouver. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on fait et qui sommes-nous? Alors, donc Enerfip, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. On fait du financement participatif. En fait, ça vient du fait que c'était 4 copains, 4 garçons qui travaillaient dans les énergies renouvelables, qui se sont rendus compte qu'il y avait un chaînon manquant dans l'implication des riverains et sur les territoires. L'implication dans la transition énergétique. On a tous envie de participer à cette transition énergétique et on ne sait pas toujours bien comment faire. Alors, j'imagine que vous faites le circuit court de la ferme chez vous, vous essayez de manger des légumes de saison, vous éteignez la lumière, vous coupez l'eau, enfin voilà, ce genre de choses. Mais finalement, son épargne, elle est à la banque et on ne sait pas trop à quoi elle sert. Et donc là, l'objectif, c'était de dire, on va vous proposer le circuit court lié à votre épargne. C'est-à-dire que là, vous placez des fonds sur un projet que vous connaissez, qui est à côté de chez vous, qui est concret et surtout qui aide à la transition énergétique. C'était ça l'objectif d'Enerfip. Et ça marche plutôt pas mal parce que l'objectif, c'est aussi de se réapproprier les projets, se réapproprier les énergies, le vent, le soleil, etc. Donc, nous, on ne propose vraiment que des énergies renouvelables et de la méthanisation, des choses comme ça, ou de l'hydroélectricité, parce que c'est vraiment notre identité, c'est ce qu'on sait faire, analyser des projets pour voir s'ils sont rentables et pour faire en sorte que les investisseurs prennent le moins de risques possible. Et puis, on s'est aussi dit qu'en termes de transition énergétique, pour que les gens adhèrent et pour que chacun se fasse sienne cette transition énergétique, qu'on soit vraiment acteur et pas passif à attendre, je sais pas, des hautes sphères que la transition énergétique tombe du ciel, on s'est dit qu'il fallait que chacun comprenne et qu'on fasse de la pédagogie sur les énergies renouvelables.
Et donc, c'est typiquement ce genre de réunions qui vont vous permettre de poser toutes les questions que vous voulez. Vous allez entendre parler des gens qui développent les projets, on va parler de finances, on va parler de choses vraiment concrètes pour que vous compreniez mieux la transition énergétique et pour que vous puissiez vous y investir encore plus. Voilà. Donc, il y a vraiment deux acteurs ici. Il y a Enerfip et puis il y a RES. Et donc, RES, je laisse mes collègues vous en parler, enfin mes collègues, mes compagnons de route, Cindy et Lola, pour vous parler du projet. Alors, je vais attaquer du coup pour présenter la société. RES, donc pour ceux qui ne connaissent pas, est une entreprise implantée à niveau mondial et en France depuis un peu plus de 20 ans maintenant, issue à la base d'une joint venture entre le groupe RES et la société française EOL Technologies. Notre siège est basé à Avignon, dans le Vaucluse, pas très loin, somme toute, de la Montagne Noire. Et au fur et à mesure, ce qui était une petite start-up dans le domaine de l'éolien, principalement, s'est développé, a ouvert d'autres agences, a commencé une activité dans le solaire, etc. Aujourd'hui, on commence doucement le stockage. Et aujourd'hui, l'air de rien, la petite société RES en France, voilà, on est aujourd'hui à quasiment plus de 1000 mégawatts de puissance éolienne installée en France, 50 parcs et 324 mégawatts de projets éoliens autorisés. Donc ça peut vous donner un petit peu une idée voilà, de la puissance de nos parcs éoliens installés. Pour vulgariser un petit peu, ça représente l'équivalent de consommation d'1 million de personnes. Donc, vous avez sur la petite carte là qui s'affiche nos réalisations. Donc, on a implanté un peu partout en France. L'Aude reste quand même notre territoire historique. C'est là où on a implanté notre tout premier parc éolien en 2001 sur la commune de Treilles, juste à côté de Perpignan. Et nos premiers projets en Montagne Noire ont vu le jour en 2006, le parc de Cuxac-Cabardès, dont il s'agit aujourd'hui de le renouveler, étant donné qu'il a pris de l'âge et qu'il n'a plus de prime jeunesse. Donc voilà. René, on va vous répondre au cours de la présentation. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez surtout pas à nous les poser au fil du temps. Hein. Alors, moi, pour vous expliquer un petit peu, je vais vous présenter plus le projet de Cuxac que je m'occupe de développer sur le territoire et Cindy vous parlera plus du projet de Cabardès. Donc, le projet qu'on appelle de Cuxac-Grand-Bois réunit en fait deux parcs éoliens. Le parc de Cuxac situé sur la commune de Cuxac-Cabardès et le parc de Grand-Bois situé sur la commune de Caux-de-Braun. Les deux réunis, ça fait un ensemble éolien de 8 machines quasiment indissociables, si ce n'est qu'ils ont quelques années de différence dans la construction. Donc là, aujourd'hui, le sujet, donc c'est un parc qui tourne déjà, le sujet, c'est de renouveler ce parc, d'enlever les vieilles machines qui sont aujourd'hui un petit peu obsolètes, hein, on ne va pas se le cacher, il y a de machines équivalentes plus puissantes qui existent aujourd'hui. Et surtout, ça va être de booster la production du parc avec un impact environnemental très réduit, étant donné que tout ce qui est accès, aménagement, etc., existe déjà. Donc là, pour vous donner un ordre d'idée, les éoliennes actuelles, qui sont d'une puissance unitaire de 2 mégawatts pour une hauteur en bout de pale de 118 mètres, on a pour objectif de les remplacer par des éoliennes de 3,8 mégawatts, donc quasiment 2 fois plus puissantes, qui s'élèveront à 150 mètres en bout de pale, donc c'est-à-dire 27% de hauteur en plus. Ça nous permettra ainsi d'augmenter la production du parc à plus de 100%, donc 108% exactement, en gardant le même nombre d'éoliennes et des emplacements identiques. Donc, ce qui est en fait très intéressant parce que ça permet d'avoir un vrai boost de production électrique sans avoir à construire de nouveaux parcs, uniquement avec les aménagements existants. D'accord, merci. Très bien. Le projet de Cabardès, peut-être? Oui, moi je peux vous parler du projet de Cabardès qui est situé sur les communes de Pradelles-Cabardès et Cabrespine. C'est un projet c'est un parc éolien qui a été mis en service en 2006 et qui est composé de 16 éoliennes.
Donc, tout comme l'autre projet dont vous parlez, Lola, les machines commencent à prendre un peu d'âge. C'était des éoliennes d'une puissance unitaire d'1,3 MW pour une hauteur de 99 mètres en bout de pale. C'est un site qui est assez exceptionnel en termes de gisement de vent, et on a une production et un facteur de charge qui sont très largement au-dessus des moyennes nationales. Qu'est-ce que c'est qu'un facteur de charge, Cindy, peut-être Alors, le facteur de charge, c'est la puissance produite comparée à la puissance productible si le parc tournait 24 heures sur 24 au maximum de sa D'accord, puissance. d'accord. Puisque c'est comme si vous aviez une voiture, vous aviez une grosse cylindrée, ça n'empêche que vous pouvez pas tout le temps rouler à 250 km/h. C'est pareil avec une éolienne, on a la puissance installée et puis la puissance réellement produite en Réel, fonction en fait. des conditions de vent. Et D'accord. donc ce site là est particulièrement exceptionnel en termes de qualité de gisement, d'où l'intérêt de renouveler avec des machines plus modernes. Le projet est un peu différent du projet de Cuxac, puisque là, il s'agit pas de renouveler quasiment à l'identique, mais il s'agit de rendre un parc plus puissant tout en ayant moins de machines. Donc, on a l'intention de passer de 16 éoliennes à seulement 7 éoliennes. Et par contre, avec des éoliennes un peu plus hautes qui correspondent aux normes actuelles de fabrication. Donc on augmenterait la puissance installée de 40 tout en diminuant de plus de moitié le nombre d'éoliennes. Ok, super. C'est très clair. Vous n'avez toujours pas de questions sur le sujet? René, on va vous répondre, hein, mais j'attends la fin parce que c'est quand même assez général et assez global. On va parler des caractéristiques de la collecte. Alors là, il faut être précis. Bon, d'abord, sur la partie gauche, vous voyez un petit encadré qui vous explique qu'il y a 2 phases à cette collecte. La première, hein, elle a commencé la semaine dernière et elle est ouverte aux habitants des communes de Cuxac-Cabarsès, Côte-de-Bron, Cabrespine, etc. Et les habitants de la communauté de communes de la Montagne Noire. Donc, depuis le 28 janvier jusqu'au 25 février, seuls ces habitants-là peuvent investir. Et puis à partir du 25 février jusqu'au 14 mars, ce seront tous les habitants de l'Aude qui pourront investir. Donc je ne sais pas où est-ce que vous habitez, parce que je n'ai pas vos adresses, mais voilà, peut-être êtes-vous dans la première phase, peut-être êtes-vous dans la seconde phase. Vous pourrez investir, c'est juste que vous n'investirez pas forcément au même moment. Pour Alors, cet donner investissement... une légère explication là-dessus, Oui. le projet en fait de mettre en place une campagne de financement participatif à la base était sollicité par les élus avec qui nous sommes en concertation tout au long du développement des parcs. Et donc c'est la communauté de communes de la Montagne Noire qui a mis en place notamment une charte sur le développement des énergies renouvelables, éolien et solaire, et qui demande du coup aux développeurs, qui encourage et qui demande aux développeurs de mettre en place des projets de financement participatif pour que les riverains puissent bénéficier des retombées économiques des parcs en Montagne Noire. Donc c'est pour ça qu'on a choisi de mettre en place ce fonctionnement de participatif différé pour pouvoir en tout premier lieu laisser la priorité aux habitants de Montagne Noire qui sont les riverains des parcs éoliens, mais on a quand même laissé aussi la possibilité à l'ensemble des habitants de l'Aude d'investir par la suite. Oui, c'était important. Merci. Et donc, on parle de mini-bons. Ça veut dire que ce sont le type de titres. Alors, vous connaissez peut-être les actions, vous connaissez peut-être les obligations. On connaît un peu moins les mini-bons, généralement. Donc, ce sont des titres qui sont un peu comme les obligations. C'est-à-dire que vous allez faire un prêt au projet sur une durée fixe, à un taux fixe, avec des contraintes de remboursement qui sont fixes. Donc, comme vous le voyez, le taux est de 8% brut par an. C'est très élevé par rapport à la moyenne, c'est super, mais vu que c'est sous forme de mini-bons, il y a des petites particularités dont je vais vous parler. La durée du prêt est de 2 ans, donc c'est relativement court.
Vous pouvez investir à partir de 10 euros, parce que c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Nous, on essaie de s'adresser à tout le monde. C'est le circuit court appliqué à l'épargne, mais ça ne veut pas dire qu'on a beaucoup d'épargne. On peut avoir envie que sa petite épargne soit utile. C'est aussi un moyen de soutenir le projet. Voilà, donc c'est à partir de 10 euros avec un maximum de 10 000 euros par personne. Donc, si vous êtes en couple avec 2 enfants, ça peut être 4 fois 10 000 euros si vous le souhaitez, hein. Mais c'est 10 000 euros par personne. Ensuite, le remboursement du capital et des intérêts se fait de manière trimestrielle. Et ça, je vais y revenir parce que c'est important que vous compreniez bien ce que ça veut dire. Et enfin, l'objectif de la collecte est de 100 000 euros. Voilà. Donc, on espère avoir le plus de monde possible sur ces 100 000 euros-là. D'accord ? Pourquoi est-ce que la partie trimestrielle est importante? Là, je vous donne un exemple. Si la collecte se clôture au 14 mars, peut-être que ce sera une autre date, peut-être que ce sera avant parce que la collecte sera remplie avant, peut-être que ce sera un peu après parce qu'il y aura un virement qui mettra du temps à arriver. Mais si vous investissiez 1 000 euros, alors j'ai choisi 1 000 euros parce que c'est un chiffre qui est un peu facile, mais ça peut être 10 euros et ça peut être 10 000 euros, hein, vous l'avez compris. Ça peut être aussi 750 euros ou 1 220 euros. Voilà, vous mettez la somme que vous voulez. Mais là, j'ai pris un exemple de 1 000 euros. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que vous touchez tous les trimestres des intérêts et une partie du capital. Et ça, c'est obligatoire, c'est la loi en fait. C'est la forme de mini-bon qui le demande. Et donc, il n'y a pas le choix. Quand on parle de mini-bons, on est obligé d'avoir des remboursements trimestriels. Et donc, ce remboursement de capital et d'intérêt fait que votre capital diminue au fil du temps. Un peu comme quand vous remboursez votre prêt bancaire de maison à la banque, et vous remboursez un petit peu de capital, un peu d'intérêt, et puis au fur et à mesure, le capital, il baisse. Là, c'est pareil. Ce qui fait qu'au final, le taux d'intérêt, il est de 8%, c'est réel, mais il est de 8% sur le capital investi. Donc, si vous faites la somme globale, ce n'est pas tout à fait 8%. Donc ça, j'insiste vraiment là-dessus pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Ce n'est pas pour frauder, ce n'est pas pour vous faire miroiter des choses, etc. C'est simplement le contexte du mini-bon qui est vraiment particulier et qui l'oblige. D'accord? Donc, on est bien à 8%. Ça reste un taux extrêmement élevé, même si c'est capitalisé, si vous récupérez votre capital tous les trimestres. Ça reste très intéressant. Mais voilà, c'est important que vous ayez bien ça en tête. Voilà. Toujours pas de questions sur le sujet? Non? Bon, écoutez, on continue. J'espère que vous êtes là. Attendez, je vérifie. Il y a tout le gars comme moi. C'est bon? Tout le monde est là? Tout le monde m'entend? Ouais. Oh, ok. Alors, je continue à parler. Ça, c'est la slide la moins marrante, mais la plus importante. Donc, je vous ai expliqué à quel moment vous remboursez. Je vous ai expliqué quel était le taux, quelle était la durée. Maintenant, je vais vous parler de risque. Parce que vous savez que quand vous épargnez, vous prenez un risque. Quelle que soit votre épargne, à part le livret A, parce qu'il est garanti par l'État. Le livret A, vous prenez 0 risque. Bon, en même temps, vous ne gagnez pas grand-chose non plus. Mais il n'y a pas de risque. Voilà. Toutes les autres épargnes, vous prenez un risque. Si vous mettez votre argent sous le matelas et que votre maison brûle, vous n'avez plus d'argent. Si vous achetez un appartement et que le quartier se dévalorise, vous perdez un peu d'argent. Si vous avez une assurance vie, de temps en temps, elle monte et puis assez souvent, elle descend. Bon. Donc, il y a toujours un risque. Là, le risque, il est extrêmement maîtrisé. Pourquoi ? Parce que vous investissez dans une société RES qui a pignon sur rue, qui existe. Nous, Enerfip, on a fait toutes les analyses financières pour vérifier tout ça, qui a beaucoup de parcs en fonctionnement et donc qui gagne de l'argent. Donc, déjà, le risque lié aux porteurs de projets est assez limité. Ensuite, c'est un parc qui tourne déjà. Donc, il y a un peu moins de risques qu'ils ne sortent pas ou qu'il y a un problème ou quoi que ce soit. On sait qu'il tourne, on sait qu'il y a du vent, on sait qu'il produit de l'électricité, etc. Et puis enfin, il y a un tarif d'achat qui est garanti. Tu me contrediras, Lola, si nécessaire, mais par EDF. Oui. Voilà. Donc, on sait combien le parc va produire d'énergie, d'électricité, puisqu'on sait quel est le taux de vent dans l'année, etc., en moyenne. On sait à quel prix cette électricité va être vendue. Donc, la visibilité financière, elle est quand même assez facile. Donc, on sait qu'il y a assez peu de risques. Mais,
on est en période de Covid, mais le monde est incertain, mais ça dure 2 ans. Et si EDF fait faillite dans les 2 prochaines années, ou si le gouvernement décide que l'électricité ne doit plus être achetée, les électricités produites par les éoliennes, par exemple, vous pouvez perdre votre argent. Donc, vous comprenez que c'est systémique, c'est-à-dire que c'est très peu probable, mais on n'est pas à l'abri. On n'est pas à l'abri. S'il y a un dégât de machine ou quoi que ce soit, il y a des assurances qui couvrent à la fois le bris de machine et à la fois la perte d'exploitation. Si jamais EDF ne peut plus acheter l'électricité, vous pouvez perdre votre capital complètement. Ou alors, et moi, à mon avis, c'est ce qui se passera plus parce que personnellement, j'utilise toujours mon lave-linge. J'ai des enfants, je ne vais pas faire ma lessive à la main, j'aurai besoin d'électricité. On vendra l'électricité à d'autres personnes, mais du coup, ça peut retarder le remboursement. On peut aussi avoir RES qui fait faillite. Et donc, dans ces cas-là, vous investissez dans un parc particulier, précis. Et donc, vous avez un actif qu'on peut vendre pour récupérer les fonds. Donc, il peut y avoir un retard de paiement si jamais il y a une catastrophe. Il peut y avoir une perte en capital. Ça, c'est possible. La deuxième particularité du mini-bon après le remboursement trimestriel, un peu compliqué, que je vous ai montré tout à l'heure, c'est que c'est non cessible. Donc, pendant ces 2 ans, votre argent, il est bloqué, est totalement bloqué. Vous ne pouvez pas le récupérer. Donc, si vous avez envie d'un vélo électrique ou d'une trottinette, si vous avez envie aller au resto, ça ne marche plus comme exemple en ce moment, mais enfin de faire un truc, ne placez pas cet argent-là parce que dans les 2 prochaines années, il ne sera pas disponible. Alors, vous le récupérez tous les trimestres par petits bouts. Je vous ai montré juste avant. Vous récupérez un petit peu votre capital, mais vous n'aurez pas récupéré l'ensemble avant la dernière échéance. OK ? Donc voilà, les risques existent, même s'ils sont maîtrisés et même s'ils nous paraissent très faibles, mais il faut quand même que vous en ayez conscience. Une autre particularité que j'ai notée là, parce qu'en fait j'oublie toujours de le dire, c'est que vous n'avez pas de frais. Quand vous investissez sur Enerfip, jamais, jamais, jamais de frais. Notre client, c'est-à-dire la personne qui nous rémunère, c'est RES. C'est la société RES. Mais vous, en tant qu'investisseur, vous n'avez jamais de frais. Donc si vous vous inscrivez, c'est gratuit. Vous pouvez vous inscrire, puis changer d'avis, ne pas investir. Si vous investissez et que vous placez des fonds sur votre lien Enerfip, vous pouvez aussi décider de les récupérer. Tout ça, c'est sans frais, jamais. Voilà. Quand vous récupérez vos fonds, il n'y aura pas de frais. Donc, tout ce que vous investissez est placé dans le projet de votre choix. C'est vraiment important pour nous. On est toujours dans le fléchage de l'épargne là. Si on vous prend 3% à chaque fois que vous mettez des fonds, ça ne vous rapporte plus la même chose, quoi. Là, l'ensemble de ce que vous investissez va dans le projet là et vous rapportera ces 8% sur 2 ans. D'accord ? Ensuite, et c'est la dernière partie qui est la moins intéressante, mais après, au moins c'est dit, on parlera d'autre chose. Vous parlez de fiscalité. J'adore. Alors, quand on parle de fiscalité, évidemment, seuls les intérêts sont imposables. Ça va de soi, votre capital, il est à vous, il n'est pas imposé. Vos intérêts sont imposés à la source. Donc, on va vous les verser sur votre livret Enerfip net d'impôts. Et ces intérêts-là, ils sont imposés à la flat tax. Alors, ça veut dire quoi, la flat tax ? La flat tax, c'est 30%, c'est le prélèvement forfaitaire unique. Dans ces 30%, il y a quoi ? Il y a 17,2% de prélèvements sociaux. Ce sont la CSG, la CRDS. Vous n'y couperez pas. Tout le monde la paye. Et puis, il y a un prélèvement libératoire de 12,8% d'impôt sur le revenu. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si vous n'êtes pas imposable, vous ne payez pas ces 12,8%. Mais ça veut aussi dire que si vous êtes imposable à 24%, vous ne payez que 12,8% d'impôt sur le revenu. Donc, le maximum que vous pouvez payer en impôt sur le revenu, c'est 12,8%. Donc, si je résume, soit vous n'êtes pas imposable et vous êtes prélevé de 17,2% d'impôt, soit vous êtes imposable et vous êtes prélevé de 30% d'impôt. OK ? Voilà. Quoi qu'il arrive, ça reste plus intéressant que le livret A, mais c'est important. Et donc, ce que vous êtes prélevé à la source, vous touchez les intérêts nets, ce qui veut dire que votre déclaration d'impôt, elle est pré-remplie. Au moment, je ne sais plus, au mois de mai, là, on vous envoie un petit mail, on vous dit vérifiez telle case, machin, hop, c'est très facile, vous avez presque rien à faire, on a tout fait pour. OK ? Toujours pas de questions ?
On vous a perdu. Faites un signe si vous êtes encore là. Donc voilà, donc là, je vous ai expliqué un peu la fiscalité et les risques. Maintenant, ce que je voulais vous expliquer aussi, c'est comment ça se passe si vous ne connaissez pas. Vous pouvez aller sur le site enerfip.fr et vous avez un bouton inscription. Vous allez vous connecter en nous donnant votre adresse mail. Et là, ce n'est que le début d'un petit processus de 3-4 minutes, pas très fun, mais obligatoire. Nous, on est agréés par l'autorité des marchés financiers. Ce sont les gendarmes de la bourse qui nous ont autorisés à devenir conseillers en investissement participatif. Ça veut dire qu'on n'a pas le droit de faire ce qu'on veut et qu'on doit vous protéger. C'est pour ça, par exemple, que je vous parle des risques. C'est pas très commerçant de vous parler des risques, mais c'est obligatoire et c'est normal. L'objectif, c'est que vous sachiez les choses. Et donc, vous allez devoir remplir un petit questionnaire, nous expliquant un peu votre profil d'investisseur. Est-ce que vous êtes habitué à investir? Vous boursicotez toutes les semaines? Est-ce qu'au contraire, c'est pas trop votre truc? Est-ce que vous avez une grosse épargne, une petite épargne, un gros patrimoine, un petit patrimoine? Est-ce que quels sont vos revenus? Ce genre de choses. Alors, ça reste entre nous, c'est pas vendu, c'est pas machin, mais c'est indispensable parce que nous, on est conseillés en investissement participatif. Et ça va nous permettre de vous dire parfois, ouais, sur ce projet-là, vas-y, les yeux fermés, tu peux y aller. Sur celui-ci, je le sens pas. Il correspond pas tout à fait à votre profil. Vous êtes vraiment débutant, alors que là, c'est un projet plutôt pour les gens confirmés, un peu plus risqué. Donc nous, on va vous conseiller. On va aussi vous conseiller sur le, c'est pas bloquant, hein, mais sur le montant. Par exemple, si vous me dites que vous avez 20 000 euros de revenus par an, une épargne de 50 000 euros, et que vous essayez de mettre 150 000 euros dans un projet, on va vous dire non, là on ne le sent pas, c'est trop, ça ne correspond pas. C'est pas bloquant parce que vous avez peut-être hérité de votre grand-tante, mais par contre, on va vraiment vous conseiller. Donc, ce questionnaire, il est nécessaire et il est important que vous y répondiez. Pour faire un petit parallèle, c'est un peu comme quand vous allez à la banque et que vous allez solliciter votre conseiller bancaire pour un prêt immobilier. Et généralement, en fonction de vos revenus, votre banquier va vous conseiller de vous orienter vers une maison de tel ou tel prix plutôt que tel ou tel prix. Les personnes d'Enerfip, ils ont le même rôle en fait, c'est un conseil d'investissement. C'est ça, exactement, tout à fait, absolument. Et on a un autre rôle que tient la banque également, c'est qu'on va vous demander vos pièces d'identité et votre RIB pour vérifier que vous n'êtes pas sur la liste anti-blanchiment d'argent et financement du terrorisme. Alors, si vous y êtes, vous ne pouvez pas investir, donc je vous invite à sortir de la réunion. Si vous n'y êtes pas, on peut continuer, voilà. Mais c'est important parce qu'on doit vérifier que ce n'est pas du blanchiment d'argent. Donc, on vous demande 2 pièces d'identité, un RIB, ça c'est pour vous rendre vos sous quand ça sera le temps de le faire. Et puis, on vous demande aussi un justificatif de domicile, parce que vous avez bien besoin de nous prouver que vous habitez dans la localité du projet ou alors dans l'Aude. Enfin voilà, c'est important que vous nous prouviez ça. Donc ça prend, franchement, ça prend plus de temps à vous en parler qu'à le faire, c'est 3-4 minutes, quoi. Voilà. Donc c'est pas très long, mais il faut le faire. Donc vous allez sur Enerfip, vous cliquez sur inscription et vous répondez à ce questionnaire. Et là, vous avez créé votre livret et c'est génial, vous êtes libre. Vous pouvez vous balader sur le site, voir tous les taux, voir tous les projets, particulièrement celui-là. Vous aurez une page du projet avec plein d'explications, etc. C'est chouette d'y avoir accès. Vous l'avez déjà vu peut-être, mais vous aviez les taux qui n'étaient pas visibles si vous n'étiez pas connecté. Et puis, vous avez accès à votre livret Enerfip. Et donc, en fait, c'est là que les fonds vont tomber, que vous allez les mettre pour régler votre souscription, que vous allez récupérer vos intérêts, votre capital, etc. Donc, tout va se passer à partir de votre livret Enerfip, qui est très simple d'utilisation, franchement. Mais si jamais vous avez des questions, vous avez un super service client. Et donc là, je vous présente Valérie, Maëva et moi. On est toutes les trois à votre service. Quand vous vous inscrivez chez nous, normalement, vous avez une conseillère qui vous est dédiée. Et donc, ce sera toujours l'une de nous trois qui va vous répondre, qui répondra au téléphone quand vous appellerez, qui répondra à vos mails. Et donc, surtout, abusez-en parce que c'est hyper confortable de se dire que chaque fois que vous avez une question, la réponse n'est pas loin. Voilà. Alors, c'est pendant les heures de bureau. Au début, je répondais pendant les week-ends, puis mes enfants ont fait une crise. Mais donc, c'est pas le week-end et c'est pas après 18h ou 19, enfin, ça dépend des jours. Mais voilà, on essaie de vous répondre le plus rapidement possible et le plus clairement aussi.
Voilà, donc il ne faut pas hésiter. OK. Alors, je crois avoir tout dit. Est-ce que Lola et Cindy, avant qu'on commence les questions-réponses, veulent dire quelque chose? Moi, la seule chose sur laquelle je voulais insister, c'était bien sûr voilà, le financement participatif. C'est clairement pas parce qu'on a besoin de fonds pour la construction du parc, etc. Vous pouvez vous en douter. C'est vraiment une démarche qu'on met auprès du territoire en place pour investir la population dans la transition énergétique. Et on entend en fait souvent quand on travaille dans l'éolien, quand on côtoie les habitants riverains de parcs éoliens qui nous disent mais vos éoliennes, on les voit, mais on ne bénéficie pas des avantages que ça procure. C'est tout l'intérêt du financement participatif, c'est de se dire j'ai ce parc éolien à côté de chez moi, là je vais pouvoir en profiter, je vais avoir un intérêt propre au fonctionnement de ce parc éolien. C'est vraiment permettre à la population riveraine des parcs éoliens d'avoir des retombées économiques suite à ces parcs-là. Donc, clairement, ce n'est pas votre argent qui va nous permettre de construire le parc éolien. Qu'on soit bien d'accord, nous sommes déjà parfaitement en mesure de financer sa construction. Le but, c'est de faire un projet de territoire avec la population riveraine des parcs. C'est surtout ça. Ok, super. Merci. On va peut-être répondre à René. Qu'est-ce que tu en penses, du coup, l'impact écologique des parcs éoliens sur l'environnement? Donc là, c'est général, hein, c'est pas que celui de la Montagne Noire. Voilà. Alors ça, c'est vraiment la grande question au cœur de tout projet, en fait, sur le territoire, que ce soit éolien ou n'importe quoi d'autre, hein, n'importe quelle industrie. Oui, ça marche aussi avec la Voilà. méthanisation. C'est un problème récurrent et c'est, nous, la principale source d'inquiétude ou pas, hein, quand on projette un parc éolien. Donc, il faut savoir que les parcs éoliens sont soumis à une réglementation très spécifique, c'est la réglementation ICPE. Et à ce titre-là, on doit produire une étude d'impact environnemental avant construction de tout projet. Donc, c'est un dossier très, très lourd. Hein. Pour tout vous dire, on est une équipe, nous, on est 6-7 personnes. On travaille pendant 2-3 ans pour arriver à produire ce dossier-là. Il y a des relevés environnementaux qui sont effectués par des bureaux d'études environnementaux, etc. L'intérêt, ça va être de cibler les enjeux environnementaux sur le site qu'on a repéré, voir s'ils sont bloquants ou pas, parce que quand il y a des enjeux environnementaux trop importants, on ne va pas construire de parc à cet endroit-là. Et s'il y a des enjeux qu'on peut dans ce cas-là réduire, éviter ou compenser, on va mettre en place des mesures environnementales pour permettre de diminuer l'impact environnemental du projet. Donc, par exemple, pour vous donner une idée, un exemple très concret, une des principales populations qui peut être impactée par les parcs éoliens, ça va être les chauves-souris, ce qu'on appelle les chiroptères. Quand des relevés environnementaux mettent en avant la présence de chiroptères sur un site éolien, dans ce cas-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre en place des mesures de bridage selon telle heure de la journée, parce qu'on a repéré qu'à ce moment-là de la journée, il y avait plus d'activité de chauves-souris. Selon telle période de l'année, selon telle température, selon s'il pleut ou pas. Ces mesures de bridage permettront ainsi d'éviter jusqu'à parfois, c'est des chiffres comme 90% des impacts qui pourraient avoir lieu. Ça veut dire quoi, bridage? Ça veut dire que tu vas arrêter les éoliennes? C'est ça. S'il y a des chauves-souris dans le coin, parce que c'est la saison ou parce que c'est l'heure où elles sortent, tu arrêtes les éoliennes, c'est ça? Exactement, en fait. Le but, c'est de se dire que à telle heure donc souvent, c'est en soirée, hein, c'est là que les petites chauves-souris elles sortent, les petites soirées d'été. Ça va être des heures où on va arrêter l'activité du parc éolien. Les éoliennes vont se bloquer à l'arrêt pour éviter tout risque de collision ou d'appel d'air qui pourrait blesser les chauves-souris, afin d'éviter au maximum tout impact avec la population. Donc ça, c'est vraiment pour vous donner un exemple très concret de ce qu'on peut mettre en place comme mesure d'accompagnement, de compensation avec un parc éolien. Et après, nous, on va monter tout ce dossier-là. On analyse tous les enjeux environnementaux qui existent autour d'un parc éolien. On met en place des mesures qui permettent d'éviter, réduire, compenser ces impacts environnementaux. Et ensuite, on livre ça au service de l'État en disant, voilà aujourd'hui les enjeux et ce qu'on estime comme impact résiduel. Et en fait, tout le jeu, ça va être justement de prouver que les impacts résiduels ne sont pas significatifs et que le parc éolien en question n'aura pas d'incidence néfaste sur l'environnement qui l'entoure. Que vous comprenez bien que si on est investi dans la transition énergétique, c'est pas pour aller bousiller l'environnement à un niveau très local. Hein. C'est quand même, au fond, on fait ça quand même par conviction, quoi. Et donc ensuite, c'est les services de l'État qui vont juger par rapport aux études qui ont été faites par les bureaux d'études,
par des fois nos propres salariés, comme tout ce qui est des études acoustiques, etc. Hein, ça, c'est vraiment jugé à tous les aspects, et qui va délivrer ou non une autorisation de construire le parc éolien en fonction de tout ce dossier qui aura été rendu. Donc, c'est vraiment une étude au cas par cas de chaque projet et c'est extrêmement long. Généralement, on compte entre 5 et 8 ans pour ce délai de développement d'un parc éolien. Là, tout l'intérêt des parcs dont il est question en Montagne Nord, c'est des parcs qui tournent déjà, qui existent déjà depuis 2006. Donc, on a déjà énormément de recul sur les enjeux environnementaux du secteur. Les aménagements ont déjà été créés, les plateformes existent déjà, et c'est très confortable pour nous parce que, justement, les enjeux environnementaux sont extrêmement réduits par rapport à la construction d'un nouveau parc dans un endroit complètement vierge, par exemple. Mais il faut savoir que chaque aspect qui concerne un parc éolien, ça va être, je sais pas moi, par exemple, on entend tout le temps parler de défrichement. Défrichement, oui, on déclare chaque mètre carré défriché sur un parc éolien au service de l'État et on met en place des conventions de reboisement pour compenser chaque mètre carré qui va être défriché. Donc, il faut savoir que l'impact écologique, oui, il y a toujours un impact écologique, vous vous en doutez, comme toute construction industrielle, mais tout est fait pour être diminué au maximum ou alors compensé. Ok. Est-ce que René, vous pourriez nous faire signe si on a bien répondu à la question et si ça vous convient? Est-ce que d'autres personnes ont des questions, soit sur les éoliennes, soit sur la collecte, les impôts, je ne sais pas. Non, ça a l'air plutôt calme. C'est toujours à droite hein, sur l'onglet questions. Non, plus rien. Alors, pour ceux qui souhaiteraient aussi rencontrer Cindy en personne, bon, à moins qu'il y ait un troisième reconfinement d'ici ce week-end, mais sinon, elle sera présente ce samedi sur la commune de Pradelles pour une permanence d'information physique. Non, malheureusement, on a eu un mail de la mairie à cause des conditions sanitaires. Ils préfèrent repousser, mais par contre, on est disponible sur rendez-vous pour discuter directement avec les riverains. Donc, vous pouvez nous contacter par mail ou par téléphone. Hein. Vous avez toutes les coordonnées sur le site internet. Et le site internet, vous pouvez y aller depuis enerfi.fr sur la page projet. Il est en gros, vous avez un lien pour aller sur le site internet de ce projet. Donc d'ailleurs, j'en profite pour en parler un petit peu parce que c'est un outil qu'on a mis en place très dernièrement. C'est le site éolien RES en Montagne Noire qui permet ainsi de recenser tous les projets en développement sur le secteur de la Montagne Noire parce qu'on a nos projets solaires et nos projets éoliens. Donc, avoir donc ce site-là permet de recenser un petit peu toutes les actualités de RES sur le territoire et aussi toutes les actualités qu'il peut y avoir, comme par exemple là, la campagne de financement participatif, nos actions de sponsoring, par exemple. On a, par exemple, aidé à mettre en place tout ce qui est alors je crois que c'est les foulées de la Montagne Noire, la course. Tout à fait. Guitare à travers champs, voilà, ce genre d'événements qu'on soutient localement pour le territoire. Je ne sais pas si Pauline, tu es encore là? Oui. Ah, on t'a perdu en visuel, sûr. Mais... Ah bon? Oh mince. Non, je suis là, c'est bon. Vous ne me voyez plus? Si, moi, je te vois, en tout cas. Ah, moi, je te vois. Bon, tant qu'on t'entend, c'est le plus important. Ouais. Ah, on a une nouvelle question de René. Les blocs de béton enfouis pour fixer les éoliennes ne sont-ils pas une grosse pollution? Les différents déchets, huile, ferraille, sont-ils bien enlevés et nettoyés? Alors, ça, c'est une grande question qui revient très souvent aussi. La première chose à savoir quand même sur le béton, parce qu'on entend souvent parler vos blocs de béton polluent, etc. La première chose à savoir quand même, c'est que le béton, c'est une matière morte. C'est comme un rocher, une fois qu'il est dans la terre, il ne pollue pas. Auparavant, la législation nous imposait de retirer donc ça dépendait la surface, si c'était du sol agricole, forestier, etc., mais d'enlever au maximum 1 mètre en surface et remplacer par de la terre, voilà, un matériel qui permette de renouveler les sols. Aujourd'hui, la réglementation a évolué. Il faut savoir que quand on démantèle un parc éolien, on est obligé d'enlever la totalité du bloc de béton qui constitue l'embase de l'éolienne.
Donc aujourd'hui, je crois, si je ne dis pas de bêtises, qu'avec le solaire, l'éolien, c'est la seule énergie où on est assuré qu'à la fin de l'exploitation, si jamais le parc n'est pas renouvelé, il y a une remise en état des sols à l'identique avant la construction. Ensuite, quand on parle des déchets, huile, ferraille, etc., un parc éolien est recyclable à 90%. Donc, il y a 90% là, des anciennes machines qui vont partir, qui vont être complètement recyclées. La seule chose qui est encore un petit peu délicate aujourd'hui, c'est parce qu'on manque de filières de recyclage dans ce milieu-là, c'est la fibre de carbone. C'est ce qui constitue les pales d'éoliennes. Donc ça, il y a des filières qui commencent à se développer sur le sujet. Donc, il faut savoir, c'est comme tout, hein, pour qu'une filière se développe, il faut qu'il y ait un marché. Pour l'instant, les parcs éoliens étaient jeunes. Il n'y avait pas de filière qui se développait sur ce niveau-là. Et là, ça commence à venir. Les premiers renouvellements de parcs éoliens arrivent en France. Donc, il y a une filière qui commence à se mettre en place. En plus, le gouvernement pousse de plus en plus la législation pour obliger les développeurs à mettre en place du recyclage des éoliennes. Donc, tous les facteurs sont mis en place pour que la filière de recyclage des pales et donc des fibres de carbone se mette en place. Pour l'instant, à l'instant T, il n'y a pas encore de filière de recyclage, donc uniquement pour les pales. Et du coup, elles sont utilisées en fait comme matériel de combustion, notamment pour tout ce qui est goudron, ce genre de choses, il me semble. Mais du coup, il n'y a rien qui est enterré dans la terre, laissé là, des décharges à ciel ouvert ou quoi que ce soit. Je sais qu'il y a je crois que c'est aux Pays-Bas ou en Allemagne où, par exemple, la fibre de carbone des pales d'éoliennes est réutilisée pour faire des bancs, des choses comme ça, des matériels d'ouvrage public, quoi. Des toboggans. Voilà. Donc, ça va être le prochain sujet du recyclage et du démantèlement des parcs, et ça commence à se mettre en place. Mais en tout cas, voilà, tout ce qui est bloc de béton, c'est entièrement retiré. Généralement, c'est concassé. On peut même s'en servir pour retaper des chemins, ce genre de choses. Et l'éolienne est recyclée à 90%. Je ne sais pas si Cindy, tu avais quelque chose à ajouter peut-être. Non, bah, c'était je voulais insister sur le fait que la réglementation avait évolué l'été dernier et que désormais on démantelait vraiment l'ensemble des parcs, y compris leurs fondations, les câbles électriques, enfin rien ne reste sur site. Et c'est rétroactif, donc ça concerne pas les nouvelles autorisations qui vont être données maintenant, c'est tous les parcs qui ont déjà été installés doivent respecter cette nouvelle réglementation. Et d'ailleurs, ça me fait penser à un autre sujet. Donc, cette obligation de remise en état donc, pèse sur le développeur éolien. Et il faut savoir également qu'il y a une garantie financière qui est demandée par le préfet et qui est une condition indispensable pour autoriser la construction du parc. C'est-à-dire qu'un développeur qui veut construire un parc éolien doit provisionner des sommes pour permettre le démantèlement du parc éolien si jamais la société en question faisait faillite. Donc ça, c'est hyper sécurisant parce que ça assure un démantèlement du parc, même si la société en question faisait faillite. C'est pas comme, je sais qu'on nous sert souvent l'exemple des parcs éoliens complètement inertes sur les plaines des États-Unis. Voilà, aujourd'hui, en France, la réglementation rend cela impossible. Les parcs éoliens seront forcément démantelés. Après, ce qui est plus intéressant aujourd'hui, hein, bien sûr, c'est de pouvoir remplacer les vieilles machines par de nouvelles, comme ce qu'on fait en Montagne Noire, permettre à de nouveaux parcs de se mettre en place, de produire plus d'énergie et surtout de l'énergie verte, quoi. Parfait, Lola, c'est une belle conclusion. Est-ce qu'il y a des dernières questions? Un petit... Non, c'est bon, un petit goût de reviens-y. Ça a l'air d'aller. Bon, bah écoutez, alors vous avez compris. Rendez-vous sur le site si cela vous intéresse. Vous aurez toutes les infos sur le parc éolien de la Montagne Noire. Vous aurez aussi le lien vers le site en direct de la Montagne Noire. Vous pourrez vous inscrire, vous pourrez regarder et puis vous pourrez nous poser toutes les questions que vous voulez en fait, en nous téléphonant ou par mail. J'espère que ça vous a intéressé. J'espère qu'on vous a éclairé sur certaines choses, que vous avez compris ce dont il s'agissait. Et puis, j'espère vous retrouver sur le site bientôt. Voilà. Je vous remercie et puis je vous souhaite une bonne soirée. Merci Cindy, merci Lola en tout cas. Bonne soirée. Merci à toi, Pauline. À bientôt. Au revoir. Bonne soirée tout le monde.